Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui Federico Bonaglia, directeur adjoint du Centre de développement de l'OCDE. Bonjour Federico Bonaglia. Alors vous venez de publier votre étude Perspective Afrique 2017, perspective économique. Ouf, l'Afrique repart dans sa croissance pour 2017. Oui, bonsoir. Effectivement, nous venons de publier ces rapports avec la Banque africaine de développement et les Nations unies, dans lesquels nous montrons que l'Afrique, les pays africains en général, montrent des signes positifs de croissance. Nous tablions sur une croissance au-delà de 3%, 3,4% en 2017, et autour de 4,3% en 2018. Après des années qui ont été difficiles? Après des années difficiles, en 2015, nous avons observé une croissance autour de 2%, qui est bien en dessous de la moyenne que nous avons observée dans les premières 10 années du XXIe siècle, année dans laquelle l'Afrique a bénéficié d'une façon très importante de ce qu'on appelle les booms de matières premières, une forte croissance de la demande chinoise et une forte capacité d'attirer des flux d'investissement. Comme vous savez, la politique monétaire aux États-Unis, mais aussi au Japon et de certaines façons en Europe, a libéré beaucoup de capital, beaucoup de monnaie qui allait chercher de bons rendements, et les pays africains offrent des rendements très importants. Du coup, on a eu une bonne période sur le début de la décennie, une période mitigée, mais encore positive l'année dernière, et maintenant on repart vers la hausse. Vous dites on repart, vous donnez le chiffre de 3,4%. Certes, c'est une moyenne pour l'ensemble de l'Afrique, mais si on prend par zone géographique, on se rend compte que c'est l'Afrique de l'Est qui pousse un peu tout, avec 5,3%. L'Afrique occidentale, c'est 0,4%. L'Afrique du Nord, 3%. Et l'Afrique australe, 1,1%. Une explication pour ces disparités? Mais bien sûr. D'abord, comme vous venez de souligner, il n'y a pas une Afrique. Ouais. Nous avons 54 pays en Afrique, chacun avec ses réalités, ses opportunités, ses contraintes. Quand nous regardons la réalité régionale, l'Afrique de l'Est se confirme comme la région la plus dynamique, la plus diversifiée, et avec une taux de croissance, comme vous l'avez dit, qui va bien au-delà du 5% en 2017, 5,7%, qui est le plus fort dans le continent. Pourquoi nous avons une performance mitigée en Afrique de l'Ouest? C'est surtout à cause du Nigeria. Le Nigeria vient d'être identifié comme la plus grande économie sur le continent en termes de PIB, et pour des raisons liées à la production du pétrole et aussi à des raisons de difficultés politiques, le Nigeria était en récession l'année dernière. Et ça a beaucoup impacté sur la croissance de l'Afrique de l'Ouest. Alors, bon chiffre. Pour autant, évidemment, la pauvreté reste très importante. Je crois que vous donnez le chiffre de 54% sur une cinquantaine de pays. Oui, alors il faut mettre les choses un peu en perspective. Il faut regarder les énormes progrès qui ont été faits dans les pays africains en termes de réduction de la pauvreté extrême. Néanmoins, l'Afrique reste le continent avec le plus grand nombre de pauvres au monde. Alors, nous avons réduit la part de la population qui vit en pauvreté extrême, plus bas que $2 par jour, mais le nombre de pauvres reste le plus important que vous observez dans le monde entier. Pourquoi ça? Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la croissance a été tirée par des secteurs qui ont un faible impact en termes de création d'emplois, et c'est l'emploi qui aide les gens à sortir de la pauvreté. Et la deuxième chose, c'est que les inégalités en Afrique se creusent. Il y a une très forte inégalité. Et ces combinaisons d'une croissance tirée par les secteurs miniers, par exemple, qui génèrent peu d'emplois, et de fortes inégalités, résultent en un plus faible impact de la croissance sur la réduction de la pauvreté. Alors, il y a des chiffres qui sont encourageants, qui sont optimistes. Vous dites que ce qui est bien, c'est que la croissance a été tirée par la demande et la consommation interne. Vous donnez le chiffre, là encore, de 60% du PIB. Ça, c'est très positif, quand même. Oui. L'Afrique, les pays africains ont toujours vécu un paradoxe d'être un continent qui est très peu intégré dans l'économie mondiale. Grosso modo, on est 2% du PIB mondial et des exportations mondiales, mais en même temps, un continent qui est très dépendant de ce qui se passe autour de lui. La Chine, l'Europe, les États-Unis, maintenant la Chine, l'Inde, etc., etc. Du fait que les matières premières aient baissé, les cours de matières de base aient baissé parce que la demande chinoise a baissé, ça a eu un grand impact sur l'Afrique. Maintenant, la nouvelle qui est positive, que nous observons, c'est que cette dépendance de l'extérieur
devient moins important. 60% de la croissance africaine est tirée par les investissements et la consommation de ménages et du gouvernement. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire réduire la volatilité, la dépendance de l'extérieur. Vous notez aussi qu'il y a un certain nombre de pays qui ont des véritables politiques industrielles, avec des stratégies derrière, mais vous pointez le fait qu'il serait bon que cette politique ne s'applique pas uniquement sur l'industrie manufacturière, mais également sur les petites entreprises. Oui, les grands atouts, les grands défis, les grandes opportunités pour l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat, c'est la petite et moyenne entreprise. Nous avons mené dans cette étude une analyse qui montre comment les petites entreprises, surtout celles qui sont relativement jeunes, ont la plus grande capacité de création d'emplois. Et comme je le disais, création d'emplois signifie aussi impact sur la pauvreté. Les petites entreprises dans les pays africains sont un peu un ovni pour les gouvernements. Cela dit, vous notez un esprit d'entrepreneuriat de la part des Africains. Oui. Supérieur en Amérique du Sud. Oui. Nous avons un dynamisme très important qui souvent se passe dans le secteur informel. Il ne faut pas oublier qu'en Afrique, presque 70% de l'économie est informelle. Mais paradoxalement, ce dynamisme n'est pas suivi par des politiques publiques. Les politiques publiques dans beaucoup de pays africains ont essayé de cibler la grande entreprise, d'attirer des entreprises multinationales dans des secteurs comme les miniers, le pétrole, l'agriculture. Ils ont un peu oublié cette énorme ressource, ce réservoir de créativité, d'entrepreneuriat qui sont les femmes et les hommes africains. Et ce constat, c'est sur l'ensemble de l'Afrique où vous voyez quand même des pays africains avoir aussi cette stratégie par rapport aux PME-PMI? Il y a des pays qui sont à la frontière. Il faut regarder l'expérience, par exemple, du Rwanda. Voilà. C'est un pays qui, comme nous savons, sort d'une situation très compliquée, mais qui a su rebondir et qui aujourd'hui montre des innovations incroyables. Vous savez peut-être, au Rwanda, la pénétration d'Internet et la couverture d'Internet est presque totale. Il y a même beaucoup de bus. Quand vous prenez votre bus, vous pouvez connecter avec votre devis, votre tablette, téléphone, sur un réseau Internet. Il y a une politique très active pour les startups. Et récemment, j'ai parlé avec un jeune Rwandais qui m'expliquait comment ils ont créé à Kigali, avec des amis, avec l'appui du gouvernement, un incubateur très simple dans lequel ils apprennent aux jeunes le codage pour développer des apps, des applications. Et ils ont développé ça maintenant dans plusieurs régions du Rwanda. Il y a des histoires incroyables de jeunes entrepreneurs qui développent de nouvelles technologies ciblées et adaptées aux réalités locales. Et donc votre conseil, vous en tant qu'OCDE, BAD et PNUD, c'est vraiment de dire à ces gouvernements, en ce qui concerne la gouvernance, allez vers ce type d'économie, soutenez par des politiques publiques les petites et moyennes entreprises? Oui. Regardez, il y a pas de solutions simples. On a essayé de donner des conseils très simples aux pays africains. Suivez le modèle asiatique, exportation, suivez le modèle de l'Amérique latine, ressources naturelles. Je pense que l'Afrique, les pays africains vont pouvoir avoir une expérience nouvelle, totalement différente. Leur modèle à eux, qui doit être un modèle qui va cibler tous les secteurs. Ça ne va pas être uniquement les manufacturiers, ça ne va pas être uniquement l'agriculture, ça ne va pas être uniquement le service. Ça doit être une stratégie qui cible tous les secteurs et tous les types d'entreprises. Notre suggestion, c'est de mettre en place des conditions pour permettre aux opportunités d'être réalisées en termes d'entrepreneuriat et en termes d'accès à la technologie. On parle souvent de la digitalisation, la révolution numérique. L'OCDE vient de publier un important rapport sur ces questions dans lequel on montre quelles sont les approches qui peuvent aider les pays à mieux utiliser ces opportunités. Pour l'Afrique, bien sûr, pour les pays africains, il y a des gros défis, mais il y a aussi des énormes opportunités. Nous avons recensé des exemples de jeunes entrepreneurs qui ont créé une imprimante 3D qui utilise du plastique recyclé, qui coûte moins de $100 et qui permettent de créer des objets incroyables. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le leapfrogging en anglais. Il y a des opportunités pour les pays africains de sauter comme il n'y a pas eu le téléphone fixe, ils sont passés directement au téléphone, mobile. Ça leur a ouvert en effet des perspectives. Exactement. Ce que vous dites aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'opportunité d'avoir un véritable développement économique sud-sud. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui c'est la nouvelle gouvernance mondiale, si vous voyez. Ce n'est pas par accident que cette année, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement se tiennent en Inde. En Inde, L'année prochaine, en Corée. Et dans 2 ans, peut-être en Chine.
Alors, vous voyez, ça montre bien que les centres de gravité économique et géopolitique est en train de basculer et de bouger. La Chine est devenue le premier partenaire économique de l'Afrique en 2009, en dépassant les États-Unis comme partenaire commercial. Les investissements indiens dans des secteurs comme la téléphonie, mais aussi l'agriculture, sont devenus entre les plus importants que vous avez dans beaucoup de pays africains. Mais il y a aussi d'autres pays comme la Turquie, la Corée, le Brésil, qui ont augmenté leur intérêt et leur investissement dans les pays africains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités. Les pays africains sont en train de les saisir, avec des stratégies, dans certains cas, plus proactives que d'autres. Prenez l'Éthiopie. L'Éthiopie vient d'annoncer leur intérêt à rejoindre la Banque asiatique pour l'investissement en infrastructure. Je répète bien, basée à Shanghai, la Banque asiatique. L'Éthiopie est encore en Afrique, n'a pas encore bougé en Asie. Mais il rejoint cette banque, ça veut dire qu'il paye une contribution. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont deux autres pays africains qui ont rejoint cette banque. Ils payent une contribution, mais ils ont annoncé qu'ils pensent pouvoir obtenir des prêts qui vont largement bénéficier plus de ceux qui payent, plus de ceux qui contribuent à cette banque. Du coup, les relations sud-sud vont être extrêmement importantes. Dans le cas du commerce, on l'a déjà vu, dans le cas des investissements. Il y a aussi, bien sûr, des relations de migration. Même si la migration vers les pays BRICS, comme on les appelle, n'a pas augmenté autant qu'on aurait pu le penser, vu la croissance dans ces pays, nous pensons que dans les prochains 15 ans, 20 ans, il y aura beaucoup plus de dynamisme aussi dans ces domaines-là. Il ne faudrait pas non plus que ça bascule, cette souveraineté économique de l'Occident par rapport à l'Afrique, vers la Chine. Il faudrait que l'Afrique soit pour l'Afrique, tout simplement. Vous avez tout à fait raison. C'est ça les mottos que l'Union africaine, c'est sa devise. C'est très important qu'à l'occasion du 50e anniversaire de l'Organisation pour l'unité africaine, aujourd'hui Union africaine, en 2013, les chefs d'État africains ont décidé de lancer une agenda pour le développement africain. Ça s'appelle Agenda 2063. Un horizon de 50 ans, dans lequel on met l'industrialisation, la création d'emplois au centre, mais aussi une plus forte appropriation africaine de ces propres politiques. Les pays africains doivent négocier avec l'Europe, avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Asie, de pair à pair, avoir une stratégie active. Merci beaucoup Federico Bonagiglia.